Ricky Dion, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment content que tu aies accepté puis qu'on puisse avoir la chance justement d'apprendre à te connaître. Aussi, je pense tu mérites d'être connu. Aussi, surtout pour les investisseurs et les acheteurs de Sherbrooke. Ça fait combien de temps tu es chez PML à ce moment? Ça va faire 7-8 mois environ. Je suis rentré en janvier de cette année. Ouais, c'est tout nouveau chez PMML. Parfait. Fait que bienvenue. Merci. Fait que parle-moi un peu de toi aussi. Qu'est-ce qui t'a apporté au courtage immobilier? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais devenir courtier aussi? C'est un concours de circonstances aussi? Parce que je fais le tour de l'équipe aussi. Il y en a qui ont commencé en tant qu'investisseurs avant de justement s'intéresser au côté plus transactionnel parce que ça les faisait vibrer. Il y en a d'autres, c'est un concours de circonstances avec des belles rencontres aussi. Comment que ton initiation au courtage immobilier s'est passée? De mon côté, on recule de plusieurs années. J'ai commencé, jeune un peu. J'ai eu une compagnie dans les années 90 d'architecture. J'étais dessinateur de plans de maison. J'ai fait ça 7-8 ans environ. Le marché était un peu spécial à cette époque-là. C'était beaucoup des rénovations, de la construction allait moins bien, tout ça. Puis c'est ça, je pense que c'était un peu là que j'étais allé chercher le côté amour pour les maisons, les immeubles, puis tout ça. Puis par la suite, j'ai changé de domaine un peu, mais j'ai quand même toujours trempé un peu dans la construction. Dans la famille, j'avais des oncles qui étaient dans la construction, des entrepreneurs, tout ça. Fait que j'allais travailler sur des chantiers, fait que l'amour elle augmenté avec le temps. Puis à un moment donné, je pense que je visionnais des vidéos sur Internet, tout ça. Puis là, il y avait le domaine les agents immobiliers, comme on les appelait à l'époque. Puis c'est ça, je regardais ça, puis je voyais plutôt le côté, oui, j'avais la relation avec les immeubles, les maisons, ce côté-là, mais je pense que c'était plus l'autre côté, le côté liberté, côté travail. Fait que je pense que c'est quelque chose qui m'a allumé de ce côté-là. Fait que pendant que j'avais un travail, mais je faisais mes études en immobilier, puis je pense j'ai commencé en janvier 2007, puis depuis ce temps-là, c'est comme ça que le chemin s'est fait, là, dans le domaine de l'immobilier. Puis tu parles de la liberté, c'est liberté de temps, liberté financière, les deux aussi, c'est quoi qui t'a accroché? C'est un peu des deux, c'est pas mal les deux. Je pense que la première affaire a été plus le côté liberté de son horaire, de son temps. Je pense que c'est important d'être bien là-dedans, puis après ça, mais si le côté monétaire t'apporte un plus de ce côté-là. Fait que je pense que l'immobilier apporte les deux côtés de la médaille, puis je changerais rien au monde pour d'autres choses en ce moment. C'est une belle vie, vraiment une belle vie. C'est une belle vie aussi, c'est beaucoup d'efforts aussi, mais de l'autre côté, tu restes en contrôle de ton temps aussi, puis oui, exact. On dit qu'on est libre, mais on travaille beaucoup. C'est beaucoup d'heures un courtier immobilier, mais contrairement à ce qui véhicule sur le terrain, que on travaille pas beaucoup, peu importe, mais je pense que c'est un gros travail. C'est pas tout le monde qui réussit dans le domaine de l'immobilier, mais je pense que si tu mets les efforts, le temps, faut pas que tu calcules ton temps, mais je pense que tu mets les efforts, le temps, puis que tu aimes ça, la passion, faut vraiment qu'elle soit mêlée à ça. Puis je pense que peu importe les objectifs que tu vas te mettre, tu vas les atteindre, c'est sûr et certain. Puis c'est encore plus vrai aussi dans les conditions actuelles du marché. Je pense pas qu'avec les dernières années qu'on a connues dans le marché, c'était plus facile d'être courtier. Au contraire, c'est le fait que les acheteurs soient plus liquides, que les taux d'intérêt soient plus faibles aussi, ça apportait d'autres son lot de défis. OK? Dans les conditions actuelles du marché aussi, c'est complètement un autre game aussi. Tu sais, c'est des cycles. Aussi, des fois, quand on est dans un creux ou dans le haut d'un cycle, on s'en rend pas nécessairement compte non plus. Puis toi, qu'est-ce qui a fait que tu as perduré pendant ces années-là, aussi en tant que courtier? Est-ce que, justement, si tu vas, je vais pas dire au jour le jour, mais tu sais, tu fais qu'est-ce que tu as à faire aussi, tu relances tes clients, tu fais tes suivis avec tes vendeurs, tes acheteurs, tu entretiens ta clientèle. Aussi, qu'est-ce qui a fait que, tu sais, le courtage continue à te faire vibrer malgré tout des enjeux qui peuvent se passer sur le marché? Je pense que, comme tout métier ou tout entrepreneur ou entreprise, il y a des défis. C'est à tous les jours, on peut en avoir, mais je pense que c'est tout cyclique, les choses. Il y a des up and down dans tout métier. Je pense que c'est de savoir s'adapter. Puis, si tu as une tête... moi, les défis, j'aime ça. Dans le fond, ça nous aide à se surpasser toujours. Fait que, tu sais, il y a eu des crises 2007, 2008, 2009. Après ça, il y en a eu d'autres par la suite. Fait que
Moi, je dirais que c'est une période d'adaptation. Il faut aller voir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe, puis trouver des solutions à ça. Puis je pense que les gens aussi, eux, voient d'un autre œil ce que nous, on voit. Fait qu'on faut aller accompagner les gens aussi. Fait que moi, je suis une personne qui est très relationnelle puis qui est près des gens. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important de donner l'heure juste du marché. On peut avoir une idée de ce qui s'en vient ou comment que le marché va réagir. On n'a pas de boule de cristal, mais on peut avoir quand même une idée. Ou le passé, comment ça s'est passé, on peut avoir une idée que ça va se répéter de telle façon. Mais je pense que c'est d'accompagner les gens, de toujours être près de ses clients. Si tu lâches, tu sais, ça prend pas de temps à perdre un client. Si tu n'as plus de contact pendant quelques mois, ben ce client-là, lui, il est allé ailleurs, quelque chose. Je pense que c'est d'entretenir, d'avoir toujours une bonne relation, d'être à l'affût du marché. Tellement important, ça change toujours. Il y a toujours des nouveautés, des nouvelles façons de faire. Je te dirais, je pense, c'est de s'adapter et pas voir une crise comme une crise, mais peut-être de la voir comme, OK, c'est quoi la solution comment qu'on va réagir à ça. Fait que je pense que c'est plutôt ça qui a fait que tu passes au travers du temps. D'un, quand tu aimes ça, c'est plus un défi que des obstacles, je pense. Fait que c'est plutôt ça qui fait qu'on passe au travers, on réussit, puis c'est juste des défis à surpasser, c'est tout. Ouais, puis c'est ça que je me rends compte aussi, après avoir fait plusieurs épisodes avec l'équipe, c'est que peu importe le niveau de défi, il y en a, c'est des défis de plus petite échelle que probablement tu as connu au début de ta carrière, qu'aujourd'hui, tu prends pour acquis, quand tu fais face à cette situation-là, tu passes au travers comme si rien n'était, parce que c'est de la récurrence. C'est ça. Puis il y en a d'autres, ben justement, c'est des plus gros défis parce qu'ils sont rendus là dans leur carrière. Ça peut être des défis de marché, des fois, ça peut être des défis au niveau de la communication avec les clients. Aussi, des fois, c'est juste des défis de négociation. Tu arrives dans un impasse, l'acheteur et le vendeur, tient leur bout. Puis il faut que tu trouves une solution. Ça a beaucoup changé aussi. Les gens sont plus informés aujourd'hui comparativement dans les années 2000, 2005, 2010. Aujourd'hui, on voit beaucoup de formations d'ingénierie financière. Les gens sont informés. Donc, on a des appels où on communique, on discute avec ces gens-là. Là, on voit qu'on a un langage semblable maintenant. Fait que ça, c'est beaucoup différent d'avant. Fait que les nouveaux courtiers qui vont arriver sur le marché, eux arrivent dans une autre vague carrément. C'est carrément différent. À l'époque, on n'avait pas ça. C'est une autre mentalité. La mentalité a beaucoup changé depuis, mettons, les 5-10 dernières années. Mais je dirais beaucoup dans les 5 dernières années, il y a beaucoup d'évolution qui s'est faite. Côté connaissance, tout ce qu'on a dans le commercial multilogement, surtout le multilogement, ça a tellement changé. On voit une vague là, d'acheteurs dans le multilogement. Je pense que les gens sont informés, connaissent un peu plus c'est quoi l'argent, comment qu'on joue avec l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le manipuler, puis comment l'investir. Je pense à part de là, de la connaissance, comment que ça fonctionne. Puis là, on voit beaucoup de gens venir dans l'immobilier. Je pense que c'est un secteur d'activité qui est quand même sûr, plus lent que d'autres, mais plus sûr dans le temps, je crois. Fait que plus comme ça que... Puis comment tu as su t'adapter au travers de ces années-là? Oui, c'est parce qu'on s'entend. Tu sais, puis j'imagine que tu as eu la même réaction que n'importe quel courtier qui rejoint l'équipe. Tu rentres chez PMML, tu vois le database, tu fais OK, il y a tellement de possibilités. Il y a des clients, je savais jamais qui détenaient tel immeuble, aussi, ou X nombre de portes. C'est très sophistiqué au niveau technologique. Mais comment tu as su t'adapter? Parce que tu parlais que le courtage puis le marché du multilogement a tellement évolué rapidement au cours des dernières années. Toi, en tant que courtier, qu'est-ce qui a fait que tu étais capable de t'adapter ou de te mettre à jour sur, premièrement, les outils qui sont disponibles, puis deuxièmement aussi en tant que courtier pour suivre justement ces clients-là puis ces acheteurs-là qui sont plus aiguisés, plus sophistiqués, qui comprennent plus justement comment manipuler l'argent, comment justement faire des transactions, optimiser les immeubles aussi, calculer toutes les valeurs économiques, toutes les TGA de financement, puis tout ce qui vient avec. Je suis curieux de t'entendre là-dessus pour voir, est-ce que c'est ton mindset, c'est ton approche, t'as-tu un déclic à un moment donné qui a fait que, hey, c'est important que je me mette à jour parce que sinon, ça se peut que je me fasse tasser ou que je veux pas rétrécir dans ma business. Ben d'un, comme on dit, si tu as la passion, tu es toujours à l'affût de l'information. Toujours. Moi, je suis une personne qui aime apprendre. Je pense que je vais mourir en apprenant. Je suis une personne qui lit des livres, va toujours s'informer. Chez PMML, les data, ce qu'on n'a pas nulle part ailleurs, ça, c'est carrément magique. On veut savoir ce qui se passe. Dans le fond, on suit le courant, on est capable de suivre le courant. Fait qu'on sait les acheteurs dans quelle direction
vont. Quand on discute beaucoup avec les gens, je pense que c'est une partie importante, c'est de toujours être en contact. Puis avec les discussions, on sait comment que les investisseurs ou les acheteurs pensent, leurs craintes. Mm-hmm. Puis moi, c'est surtout ce côté-là. Qu'est-ce qui fait que, mettons, le marché est plus lent? Mais il y a une raison. Tu sais, oui, il y a les taux d'intérêt augmentés, les valeurs économiques. Tu sais, il faut sortir plus de sous. Il y a plein de choses qui font ralentir. Mais est-ce que c'est juste ça, la vraie raison? Fait qu'en discutant, souvent, tu vas te rendre compte qu'au bout de la ligne, c'est des peurs de prendre des risques ou des connaissances qu'ils n'ont pas. Comment qu'on serait supposé de voir un immeuble. Mm-hmm. Normalement, on regarde un immeuble aujourd'hui, mais il faut être capable de le voir dans le temps. Là, on est là aujourd'hui. Les gens commencent à comprendre qu'il faut voir ça. Fait que je pense que c'est là qu'on s'adapte. Puis côté technologique, ça avance tellement vite, les médias sociaux, toutes ces choses-là, on se met à l'affût rapidement des informations. Fait que je pense, pour suivre la game, comme on dit, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses clients, de ses gens, connaître leurs craintes, leurs peurs. Puis je pense que nous, on est là pour pouvoir aller donner un genre de support ou une confiance à quelque part avec les connaissances qu'on a. Mais être à l'affût de l'information, je pense que c'est la clé. Puis savoir où que la direction du vent, dans le fond, c'est un peu ça. C'est d'être au courant où est-ce que ça se dirige les choses, puis de savoir pourquoi, puis de connaître le pourquoi. Puis je pense que tu vas toujours aller de l'avant puis suivre le courant dans ce sens-là. Mais il faut toujours suivre puis être à l'affût du client. C'est intéressant aussi parce qu'on parle beaucoup de données aussi. Le fait qu'on suit tout ce qui se passe sur le marché. Mais de l'autre côté, ça veut pas nécessairement tout dire. Tu sais, t'as même beau de regarder, mettons, des comparables vendus puis dire, OK, ça s'est enrichi à tel prix. Mais en tant que courtier, puis je pense que c'est là la plus-value. C'est oui, tu as accès à l'information, mais en tant que courtier, tu as accès direct aux vendeurs et aux acheteurs aussi qui sont actifs sur le marché. Capable de donner de feedback. Hey, justement, cette transaction-là, je m'en suis débarrassé parce que je pense que s'il se passe tel truc dans tel secteur, au contraire, il y avait tel problème de gestion avec les locataires ou, tu sais, il y a tel travaux à faire, j'étais pas prêt, tu sais, à m'investir, tu sais, en effort et en temps, là, justement pour, amener ce meuble au plein potentiel. Aussi, au contraire, tu sais, les acheteurs qui mettent le pied sur la pédale, mais que toi, tu sais qu'en regardant tes informations, ou, tu sais, le marché hypothécaire, mais c'est le marché, entre guillemets, c'est stabilisé depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois, mais que les acheteurs, cette mentalité-là, avant que l'information se rende aux investisseurs et aux acheteurs, mais il y a tout le temps un décalage. Oui. Aussi, puis d'avoir ce feedback-là, puis d'avoir à dealer justement entre, OK, mais est-ce que je suis capable de regarder de manière objective, puis le ressenti de mes clients. Aussi, puis je pense que la profession de courtier, profession qui est très noble par rapport à ça, parce qu'il faut que tu sois très intelligent émotionnellement, puis très intelligent pour justement connaître la psychologie de l'investisseur. Exact. Tu sais, la plus-value, comme tu dis, je pense que c'est un point important. On a beau avoir les datas qu'on veut, connaître le marché, tout ça, mais je pense que la plus-value il y a plusieurs choses qui est apportée envers un client, mais ce qui est important, je pense, un client veut investir. On a beau dire, je te donne un exemple, on fait des calculs, une analyse, on a un TGA de quelque chose. Ça, l'immeuble est intéressant, c'est tel que tel. Maintenant, son secteur, il y a tellement de sous-secteurs dans une ville. Mm-hmm. Je pense que le côté important d'avoir une collaboration avec un courtier, c'est vraiment d'aller sécuriser un peu une façon de parler, un achat pour dire, ben regarde, oui, l'immeuble est intéressant, mais ce que tu veux faire, ton optimisation, à titre d'exemple, ben va peut-être être plus dur à faire pour cet immeuble-là comparativement s'il serait localisé dans un autre endroit. Si j'ai 2 immeubles pareils avec des loyers à temps, puis je peux les doubler, puis je fais ça sur 3 ans, mais peut-être que l'autre immeuble, même s'il est 100 000 $ de moins, mais il va prendre beaucoup plus de temps à me rendre à ce que je veux faire, parce que j'ai pas la clientèle pour supporter. Fait que je pense que notre plus-value, c'est ce côté-là. On a beaucoup d'investisseurs qui arrivent, vont regarder, comme la plupart, c'est quoi les chiffres, le potentiel, mais après ça, ils oublient l'environnement. Ça, je pense que c'est le point important. Puis là, nous, on arrive dans le décor, on connaît nos data, nos stats, mais je pense que ce point-là, c'est nous qui avons le feedback. On sait ce qui se passe dans chacun des secteurs. On sait la clientèle qui est dans un endroit. On sait que dans une rue, tous les immeubles, c'est so-so, mais si on sait qu'il y en a 2 qui ont acheté,
ils ont optimisé les immeubles. Mais là, s'il y en a un autre qui arrive dans le décor, on peut dire, ben j'irais l'essayer, cet immeuble-là, finalement, parce qu'on a commencé à faire des changements dans ce secteur. Je pense que c'est beaucoup là notre plus-value à mettre en confiance un client. OK, oui, on a parlé des chiffres, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment officiellement un bon achat à cause des endroits? Fait que ça, c'est un autre point de plus-value qui est important, je pense. Puis toi, tu as toujours vécu et tu as grandi à Sherbrooke ou tu viens de l'extérieur? Moi, je viens de Quaticook, un petit village à peu près de 20-25 minutes d'ici. C'est ça, c'est un village d'agriculteurs. Ouais. Mais je suis né en ville, mes parents étaient sur des terres agricoles, puis c'est ça, moi je viens de là, puis après ça, à l'âge de peut-être début vingtaine, je suis déménagé à Sherbrooke. J'ai fait ma gueule, puis là, je viens de revenir à Sherbrooke. J'ai toujours été dans la région. Oui, exact. Fait que l'Estrie, justement, tu as vu à travers toutes les années, tu sais, la région se développer, évoluer. Oui. Aussi, puis je trouve ça vraiment intéressant aussi parce que oui, tu sais, tu regardes les chiffres, tu peux dire, OK, c'est un bon investissement puis tout ça, mais le ressenti que tu peux avoir en tant qu'humain, en tant que courtier aussi, d'avoir parlé avec des clients, aussi, je trouve que c'est merveilleux, puis c'est une plus-value directe que tu peux apporter à des vendeurs ou à des acheteurs. Oui, exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, quand on vient d'un secteur, on a vu l'évolution de l'endroit. Fait que c'est une façon plus réel de pouvoir dire à nos clients, dans le fond, on vient aider à les diriger vraiment à cause de ça. On connaît notre coin, on a vu une évolution, on peut avoir une idée où ça se dirige, des secteurs, tout ça. Fait que je pense que ce côté-là, quand on choisit un courtier pour travailler avec, je pense que c'est important de prendre quelqu'un qui connaît son secteur. On vient plus préciser ou je sais pas comment dire, mais on met plus on vient préciser, dans le fond, notre choix. En gros, c'est pas mal plus ça. Je sais pas. T'es capable de comprendre les intangibles. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Puis puisque tu ne peux pas nécessairement avoir sur la documentation, sur l'information. C'est ça, exact. Good. Ouais. Puis toi, qu'est-ce qui t'intéresse en tant que courtier? Est-ce que c'est 100% de multilogement? Est-ce que tu travailles aussi dans le commercial? T'as-tu un pied dans la construction neuve aussi? Je sais que tu as un background en construction. C'est quel type de clientèle avec laquelle tu aimes travailler? C'est quoi les créneaux de marché que tu souhaites développer dans les prochains mois, prochaines années? J'ai travaillé beaucoup dans les 3-4 dernières années, le multilogement. Ça, je pense que en ce moment, c'est beaucoup là que ça se passe dans le multilogement. J'aime beaucoup le multilogement, mais là, je suis en train de développer aussi le commercial. Là, on voit beaucoup de semi-commercial, mais j'ai beaucoup de commercial aussi. Fait que je pense que c'est pas mal les deux créneaux. Tu sais, je dirais pas plus un que l'autre. Je pense les deux. Tu sais, j'aime le multilogement, puis le commercial, c'est une autre catégorie quand même. C'est quoi que tu as fait dans le commercial? Je pense que c'est peut-être le côté émotif qui est comme différent. Dans les deux. Je pense que le multilogement, un acheteur, qui va arriver pour acheter, il y a quand même une émotion. Oui, il y a des chiffres, mais il y a quand même un fond d'émotion là-dedans. Tandis que le commercial, c'est plus des chiffres, c'est plus technique, c'est une autre catégorie. Fait que c'est ce côté-là aussi que j'aime. C'est une clientèle qui est différente aussi. Fait que moi, j'aime ça quand c'est diversifié. Fait que je touche un peu à toutes sortes de clientèle à ce niveau-là. Fait que je te dirais, là, commercial, multilogement, c'est vraiment deux branches. Peut-être l'industriel aussi à venir. Sherbrooke, on sait que l'industriel, il y en a, mais c'est moins que Québec puis Montréal. Mais c'est quelque chose aussi que j'aimerais peut-être aller toucher et élargir un peu. Mais je dirais, le multilogement commercial, c'est vraiment les deux branches. Puis qu'est-ce que tu dirais à un investisseur immobilier qui investit dans le multilogement puis s'intéresse au commercial, qui veut faire le saut? Aussi, ça peut être super intéressant aussi, mais quelqu'un qui a des idées préconçues sur le commercial aussi, qui connaît pas nécessairement ça, comment t'aiderais un investisseur à faire le saut pour justement l'aider dans sa croissance de son capital puis la croissance de son parc? Je pense que tous ceux qui sont dans le multilogement ou la catégorie résidentielle qu'on peut appeler ont une mauvaise perception du côté commercial. Je pense que ça commence là. Commercial, c'est vu comme comme c'est gros, puis il y a une méconnaissance aussi du marché commercial. Mais pourtant, c'est
c'est un peu le même type de clientèle, c'est de l'investissement. C'est un autre client qui va aller... Dans le fond, c'est un locataire qui est dans l'immeuble. Tu sais, c'est sur le même principe. Je pense que c'est plus une méconnaissance. Mais on commence à en voir un peu plus qui vont venir essayer le semi-commercial pour venir tremper un peu dans le commercial, vivre l'expérience, c'est quoi. Puis là, on voit plusieurs qui se rendent compte que, OK, c'est ça le commercial. Les beaux, c'est complètement différent aussi. Je pense que c'est un peu ça. C'est un monde méconnu. C'est toujours vu comme c'est les plus hauts de la hiérarchie qui tremblent dans le monde du commercial, mais on en voit qui commencent à aller là. Sherbrooke, c'est un autre marché, tu sais, on n'a pas, là, c'est pas la même mentalité que Montréal, Québec, les grosses villes, dans le fond. Ici, on va en avoir un peu, c'est des gros joueurs qui détiennent beaucoup, mais tu sais, il y en a pas beaucoup de là, gros joueurs dans le commercial, puis c'est plus petit. Mais je dirais à tout acheteur, tu sais, qui veut aller l'essayer, que ça vaut la peine de l'essayer, je pense qu'il y a plus de peur qu'autre chose dans le domaine du commercial. C'est la même affaire qu'un multilogement, c'est juste d'autres écrits, d'autres beaux, mais c'est sur le même principe, c'est une autre catégorie. Le marché, c'est sûr le marché est différent aussi. Côté prêt hypothécaire, les taux, tout ça, c'est un autre monde, c'est une autre catégorie. Les mises de fonds, c'est différent. Mais je pense que tout s'adapte, peu importe que ce soit commercial, multilogement, que le taux d'intérêt soit élevé ou pas. Je pense qu'il faut tout aller les voir. C'est toutes des possibilités d'avoir des revenus, que ce soit commercial ou multilogement. Mais je dirais à un investisseur d'aller le risquer, comme on dit. Hein. Si on risque pas, on n'a pas rien. Puis il y a beaucoup plus de créativité qui est possible dans le commercial, à la base. Aussi, c'est sûr qu'il faut être bien conseillé avec les avocats. Les bons courtiers aussi pour justement s'assurer que les transactions soient solides, puis que aussi les baux en place soient solides. Mais niveau mathématiques financières aussi, je pense, c'est quelqu'un qui a une bonne tête de chiffres aussi, puis qui est moindrement créatif, peut s'amuser là-dedans, contrairement, mettons, au multilogement, que justement, il y a des règles qui sont en place aussi. Ouais. Puis, tu l'as bien dit aussi, c'est le marché a changé, évolue. Puis ce qui était vrai dans le multilogement, là, probablement 5 ou 10 ans aussi, n'est probablement plus possible, plus vrai aujourd'hui. Dans le commercial aussi, après ça, c'est prendre la décision. Est-ce que tu continues à te renouveler dans le multi-résidentiel parce que c'est ton créneau, ou au contraire, tu veux justement concentrer ton parc immobilier dans le commercial puis prendre, c'est probablement plus de risques, ou c'est un risque qui est différent pour justement te permettre une diversification du portefeuille. Là. Moi, je dirais aux acheteurs de diversifier, de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Mais c'est ça, j'en ai présentement que ils attendent pour le multilogement ou peu importe, ou qui aimeraient diversifier, mais c'est ça, j'essaie de... Les taux d'intérêt, c'est toujours la même chose. On attend que les taux d'intérêt redescendent. Que ce soit commercial ou que ce soit multilogement, ils attendent que les taux redescendent. Aussi, le commercial, depuis la pandémie, a eu un petit peu un coup bas. Le marché est beaucoup plus lent dans le côté commercial. On a vu des locaux libres, vacants pendant un certain temps aussi. Ce qui fait en sorte que les banques, eux voient ça à un niveau plus risqué. Puis, ils vont peut-être demander des mises de fonds plus élevées ou des choses comme ça. Est-ce que tu vois quand même des opportunités? Justement, le fait que le marché est ralenti ou a été secoué au cours des 3 dernières années, est-ce que, avec le discours que tu as avec tes achats, avec tes vendeurs, tu sens qu'il y a une reprise puis qu'il y a de la créativité là-dedans? La reprise, ça bouge sur le marché. Je vois plus de commercial sur le marché en ce moment. Je pense qu'on est encore dans l'effet pandémique. C'est encore lent, il y a encore beaucoup quand même de vacants. Mais il y a quand même une petite reprise qui est en train de se faire. Puis aussi, il faut pas oublier que le commercial, l'économie, elle a été touchée. Fait qu'on voit beaucoup de commerces, les petites PME, tout ça, qui ont dû fermer la porte, tout ça. Fait que ce qui a créé beaucoup de locaux vacants. Fait que là, on est en passe en ce moment qu'il manque de main-d'œuvre. Ça tourne pas rond encore. Mais je pense que l'opportunité est toujours là. Peu importe les écrits, je pense que c'est un moment d'aller la saisir plus que d'autres choses. Oui, les taux sont plus élevés, mais si c'est le temps d'aller chercher ces immeubles-là, notre travail, je pense, c'est d'aller expliquer ça aux gens, qu'est-ce qui se passe, le pourquoi, tout ça. Puis je te dirais que oui, le commercial, ça vaut la peine d'aller chercher. Puis côté créativité, comme tu disais, il y en a de plus en plus. Les gens
sortent des choses. Puis je pense que même les municipalités ont commencé à voir autrement. Souvent, ils étaient assis sur les principes des règles écrites, puis les vocations des endroits, tout ça. Puis on commence à avoir une ouverture des changements de zonage, des dérogations qui vont se faire pour faire bouger un peu là, les municipalités, parce qu'il n'y a pas rien qui se passe côté commercial. Ça prend des choses. Même chose sur le multilogement. Les constructions, ça l'a beaucoup réduit, mais il faut que ça bouge. Il y a un manque de logement. Donc, on commence à voir le multilogement je donne un exemple, terrain, on peut juste faire un 4 portes, mais la dimension du terrain pourra faire en sorte qu'on pourrait avoir un 6 ou un 8. On commence à avoir des acceptations de la municipalité pour des dérogations pour pouvoir aller en racheter. Fait que c'est pour ça quand on dit que peu importe le marché, des opportunités, il y en a toujours. Commercial, c'est la même chose. Il va y avoir des ouvertures s'il y a une idée ou des transformations. Il peut y avoir un immeuble qui est tout à fait commercial puis que peut-être qu'on a le OK pour faire un semi-commercial puis mettre des logements là-dedans. Tout est là. Tout est là. Il faut juste le voir puis avoir des idées puis foncer, tout simplement. Ton passé d'architecte sort un peu aussi d'être capable d'accompagner tes clients, justement, de penser différemment, aussi de voir ce qui est physiquement oui, la faisabilité d'un projet. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est sûr. Ça vient donner un gros coup de main. Ça, c'est des questions qu'on a fréquemment quand on veut faire des extensions ou faire des projets, des choses comme ça. Le côté faisabilité, mais au moins, on vient de sauter plusieurs étapes pour dire oui, ça se fait. On est capable, on fait ça de telle façon. Fait que ce côté-là, c'est sûr, ça fait partie une plus-value aussi sur le côté. Fait que je suis capable d'accompagner les gens à ce niveau-là. C'est un gros plus, je pense que je dirais. Là, Puis, et où la ligne entre justement un urbaniste, un architecte, puis un courtier? C'est un courtier, je pense que c'est un intermédiaire de marché qui est là pour faire des transactions. Puis toi, comment tu te positionnes dans une transaction, justement, quand ce genre de questions-là arrivent? Aussi sur, c'est quoi le zonage? Est-ce que la ville est ouverte à ce que, justement, un projet de redéveloppement soit proposé ou soit accepté? Aussi, comment tu réponds à tes clients? Aussi, ou des acheteurs, tu sais, qui te posent des questions souvent pointues. Puis des fois, tu sais, oui, tu connais la réponse aussi, mais tu veux pas nécessairement t'engager parce que, justement, tu veux pas, tu sais, d'avoir... C'est sûr que si tu veux t'impliquer émotivement puis c'est professionnellement dans ta transaction pour faire la transaction, mais la ligne, elle est où? Bien, la ligne, dans le fond, on a chacun notre ligne. On est courtier immobilier. Après ça, quand on tombe, je donne un exemple, est-ce qu'on peut faire ça sur un terrain? Là, l'urbaniste va embarquer. Puis son rôle, il y a des paramètres, il y a des règles environnementaux, il y a toutes sortes de choses. Fait que lui, c'est son travail. Nous, dans le fond, faut aller dire au client, regarde, techniquement, sur papier, c'est écrit oui, va toujours faire confirmer, amène ton projet, peu importe, va tester, c'est son travail à lui. Faut être capable de délaisser cette partie-là, c'est hors de nos fonctions, ça. Puis la même chose, côté faisabilité d'un projet, une extension, quelque chose comme ça. Moi, je sais que oui, mais je suis pas dessinateur, je suis courtier immobilier. C'est ça. Fait que je peux dire oui, mais va communiquer avec un architecte, c'est son domaine, lui, présentement, puis il va aller te le confirmer parce que oui, j'ai trempé là-dedans, mais je suis peut-être plus à jour de toutes les nouvelles règles. Ces choses-là, l'architecte, il l'est, lui, à jour là, en ce moment. Fait que dans le fond, il faut savoir s'arrêter à notre travail, à nous, puis être capable de dire, va voir telle personne. Puis je pense que c'est la meilleure façon de faire aussi. Comme ça, c'est pas une question qu'on veut pas se tremper, quelque chose comme ça. C'est une logique. On a chacun notre travail. Puis c'est ce que je dis toujours à mes clients. Oui, gars, c'est possible. Même si c'est écrit, on va le faire vérifier. Il y a souvent des surprises avec les municipalités. Fait que c'est toujours ça. Fait que c'est de séparer les choses. L'urbaniste, sans voir l'urbaniste, l'architecte, c'est un autre domaine, tu vas le voir. Mais si on peut répondre, c'est pas dans notre tranche. C'est important de l'expliquer au client aussi, parce que des fois, tu sais, le client il va challenger le courtier parce qu'il va avoir le plus d'informations possible avant de rentrer une promesse d'achat. Exact. Puis s'assurer qu'il paye le juste prix pour le potentiel qui est réel ou non aussi. Mais le courtier, c'est justement, il y a un devoir, de s'assurer que l'information qu'il transmet, mais ça soit vérifiable, ça soit juste aussi. C'est ça, exact. Il y a un travail de préparation à faire, exemple, avec un acheteur. Là. Dans le fond, c'est de mettre les cartes sur la table, c'est d'être bien honnête, transparent, puis voici les étapes, voici ce qui peut arriver ici, puis ça, puis qui aller voir. Nous, on est capable de présenter un projet qui est actuel, puis futur,
Puis maintenant, le côté faisabilité, ben c'est ça, c'est de dire, bon, rendu là, ben tu vas aller voir telle personne, pour te faire confirmer. Tu expliques les pourquoi aussi. Il faut qu'ils comprennent le pourquoi. Et non juste dire, va voir telle personne, puis que lui va faire un jugement gratuit. Ben je prends un courtier, puis il fait pas rien. Fait que dans le fond, c'est vraiment de tout dire, tu diriges, puis t'as jamais de problème. Jamais, jamais. Si tu travailles comme ça, t'as pas de problème. Ricky, c'est un plaisir. Je pense Merci. que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup à ses clients. Aussi, juste, c'est par ton expérience sur le marché. Aussi, je pense que tu es quelqu'un qui en a vu passer aussi. Ton expérience professionnelle également. Aussi, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à suivre Ricky. Surtout si vous êtes dans la région de l'Estrie, vous voulez faire des transactions. Commercial multiréseau, Ricky est disponible. Fait que, Ricky, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, je pense que ça va être un épisode parmi tant d'autres. On va peut-être avoir la chance d'aborder d'autres sujets. J'ai des événements sur le marché où tu fais des belles transactions. Aussi, je pense que ça mériterait de remettre ça pour aller plus en détail. Parfait. Un grand merci, Gabriel. Ça fait plaisir.